Bien, écoutez, voilà. Monsieur 15 minutes, c'est 15 minutes. Je suis suisse, donc on respecte les horaires chez nous, même si, malheureusement, aujourd'hui, j'ai une montre japonaise, mais je m'en excuse. Dans mon exposé, on va quand même réussir à trouver deux aspects de la crise en Iran dont personne n'a parlé aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Sur 10 points que j'avais et que je suis prêt à parler. On va résumer tranquillement en quelques secondes. Vous avez tous compris que les seules sanctions légales étaient, du point de vue international, étaient des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, les autres sanctions, unilatérales ou multilatérales, à l'encontre de l'Iran, sont simplement le reflet d'un rapport de force. On l'a dit 20 fois, je le résume, imposé par les États-Unis d'Amérique. En fait, comme on vous l'a dit aussi, ce type de sanction, c'est progressivement devenu l'instrument de coercition le plus utilisé dans notre nouvel ordre mondial sous l'égide de l'hyperpuissance états-unienne, pour utiliser un adjectif que notre cher ami Védrine avait créé. Rappelez-vous un exemple, juste avant l'Iran, il y avait l'Irak, et les sanctions avaient été dévastatrices. Ce qui avait alerté la communauté diplomatique, nous étions ambassadeurs à New York, à Genève, à Vienne, à Paris, toujours auprès des Nations Unies, nous nous étions tous jurés de ne jamais reproduire des sanctions aussi globales que celles que l'on avait adoptées à l'égard de l'Irak. Et en 2001, pour citer un rapport d'un groupe sénatorial d'amitié France-Irak, intitulé l'Iran en danger, ce rapport établissait, ce rapport corroboré d'ailleurs par les rapports de l'ONU et de l'UNICEF, qu'en 10 ans, les sanctions en Irak avaient tué près de 500 000 enfants et femmes. Et c'était quelque chose de tout à fait inacceptable. On a posé la question à cette chère Madeleine Albright. Vous avez vu, qu'est-ce que vous en pensez? Elle dit, je ne sais pas, de toute façon, il fallait se débarrasser de Saddam Hussein. C'est le prix à payer. Donc, c'est le prix à payer. Malheureusement, à l'égard de l'Iran, on a adopté des sanctions tout aussi discriminantes. Et ce qui est frappant, je reviens un petit peu au travail du professeur Elena Duran, ce qui est frappant, c'est que personne, ni les États-Unis, bien sûr, ni l'Organisation des Nations Unies, n'ont l'habitude de procéder à des études d'impact. Personne n'a cherché à voir si ces sanctions étaient efficaces ou pas. Il y a beaucoup de littérature sur les sanctions, il n'y a presque rien sur l'efficacité des sanctions. Mais ça permet des effets de manche, et ça permet de taper très fort. Heureusement, il y a eu, dans ce qui pour moi est la meilleure université aux États-Unis, il y a eu Watson Institute for International Studies de la Brown University aux États-Unis, un Targeted Sanctions Consortium, c'est-à-dire c'est 40 universités à peu près qui, au prix de plusieurs millions de dollars, ont fait des investigations. Depuis 2009, conduit, d'ailleurs, M. Damianos a sauvé ma vie en me rappelant le nom de Thomas Bierstecker, qui est le professeur qui était derrière tout ça, et qui enseigne maintenant au IUHI à Genève. Donc, en fait, la Brown University nous dit que ces sanctions sont très peu efficaces. Vous pouvez vous référer à ces travaux, c'est très intéressant. Et il dit en fait que les conséquences inattendues des sanctions devraient être un vrai remède contre leur imposition. Je vous cite une toute petite, en anglais c'est 3 lignes, une toute petite élucubration du président Wilson en 1919. Il dit: A nation that is boycotted is a nation that is in sight of surrender. Apply this economic, peaceful, silent, deadly remedy, and there will be no need for force. It is a terrible remedy. It does not cost a life outside the nation boycotted, but it brings pressure upon a nation which, in my judgment, no modern nation can resist. Donc vous voyez qu'en 1919, le Deadly Remedy était un petit prédécesseur des Sanctions from Hell
que l'on applique aujourd'hui à l'Ukraine. Notez que le pape Jean-Paul II avait fait un peu mieux parce qu'il disait en 1995, avant d'imposer de telles mesures, il est toujours impératif de prévoir les conséquences humanitaires des sanctions en tenant compte de la proportionnalité de cette décision eu égard au mal qu'elle vise à remédier un bon point pour l'Église catholique. Les sanctions, c'est extraordinairement compliqué parce que quand vous avez des sanctions onusiennes, des sanctions unilatérales, des sanctions multilatérales, vous ne savez plus où vous en êtes. Dans ma banque de Trade Finance à Genève, on a dû mettre 2 personnes pour nous dire quelles sanctions on devait respecter. Et quand les sanctions ont décidé, allaient entrer en action, on fait un temps fou avec ça. Alors, les 2 points que je conserve, c'est le point 8 déjà, voilà, vous voyez, c'est quelles sont les conséquences imprévues des sanctions contre l'Iran. C'est une étude que j'ai faite et qui étudie évidemment les constatations de cette Targeted Sanctions Committee. On a vu un accroissement de la corruption, et on le voit partout, c'est général, et un accroissement parallèle de la criminalité. On voit un renforcement des règles autoritaires. Bien sûr, les dirigeants et les dirigeants iraniens ont usé de la menace externe pour renforcer leur pouvoir à l'interne, et celui du guide suprême. Le pouvoir renforce les structures, comme je vous le disais, mais en captant des ressources, il y a des captations de ressources issues d'une économie forcément de plus en plus mafieuse. Lorsqu'il y a un pays sous sanction, l'économie devient mafieuse. Notre cher ami Mouzel, il connaît certainement la chose, Total et Israël ont acheté du pétrole de Daesh en provenance de Turquie. Facile. Aujourd'hui, on a des firmes anglaises qui achètent des armes au Kazakhstan pour les livrer à l'Ukraine, sous le nez de Poutine, c'est possible. Et je suis prêt à vous démontrer que les Américains peuvent parfaitement aujourd'hui revendre à l'Europe à prix fort du pétrole acheté à bas prix à la Chine, qui se trouve sur des tankers qui changent 8 fois de propriétaire. Un tanker, ça va comme ça. Ça change de propriétaire. Pas dans toutes les directions. Aller aux États-Unis, même pas. Aller aux États-Unis, il peut faire livraison ailleurs. Donc les impacts sociaux et sur le plan de la santé, ça c'est quelque chose pour notre rapporteuse, sont concomitants avec une déstructuration de la société, ce que Mme rappelait, et une situation humanitaire critique constatée à chaque fois. Donc ces conséquences imprévues sont terribles. Personne n'y réfléchit, personne ne veut y réfléchir, personne ne veut en faire l'étude. Il n'y a pas de sanction qui n'ait pas affecté le niveau de vie d'une population. C'est certainement le cas aussi aujourd'hui. Elles enrichissent au contraire les dirigeants responsables de cette politique. Moi j'ai 50 ans de vie d'association étroite avec l'Iran. Je peux vous dire que si vous allez aujourd'hui au nord de Téhéran, c'est Beverly Hills. J'ai un membre de ma famille qui est devenu extraordinairement riche en vendant tout simplement 250 000 $ n'importe quel type de voiture de sport. Et il y en a à Téhéran. Les plus belles voitures, les plus beaux modèles, les derniers modèles roulent dans les rues de Téhéran. Donc il y a vraiment un problème. Mais Romney nous avait rassuré, hein, c'était pendant sa campagne en 2012, il a dit Dieu a créé les États-Unis pour dominer le monde. Donc on sait à qui on a affaire. Reste le fond, personne n'en a parlé. Moi je vous en parle, pourquoi? Parce que j'étais gouverneur de mon pays à l'agence à Vienne, à l'AIEA. Et j'ai eu l'honneur de présider pendant quelques années la commission sur les garanties de non-prolifération. J'ai voté chaque année une résolution garantissant la dénucléarisation ou le maintien du Moyen-Orient hors du nucléaire, sachant qu'Israël avait 200 à 220 têtes nucléaires, mais personne n'osait en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme mon cher collègue l'ambassadeur a dit, la Suisse a joué avec l'idée de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire parce qu'on a assez de plutonium pour faire une bombe ou deux. Tout le monde a le droit. Sauf que il y a le rule-based order. Et les 2 piliers de la politique américaine depuis toujours, en particulier depuis
1945, c'est le contrôle du pétrole et le contrôle de l'arme atomique. À ce moment-là, s'ils décident que vous n'aurez pas droit à l'arme atomique, ça n'est pas le droit international, mais c'est la puissance américaine. De même, M. Ouzel aurait pu vous dire que la guerre en Syrie est due à des problèmes d'exportation de gaz du Qatar en direction de l'Europe pour éliminer Poutine dans ses livraisons de gaz à l'Europe. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe avec l'Iran? L'Iran a le droit de se doter de l'arme nucléaire, mais l'Iran n'a pas quitté le traité de non-prolifération, donc qu'est-ce qui se passe? Personne n'a dit aujourd'hui qu'il y a une fatwa. C'est quand même sérieux, une fatwa. Rashidi en a payé les frais récemment encore. La fatwa, c'est que l'Iran n'a pas, n'aura jamais d'armes nucléaires. C'est ce que dit le guide religieux. Alors comment réconcilier effectivement ce qui se passe avec cette fatwa? C'est que personne ne comprend rien sur le plan nucléaire à ce qui se passe. Vous pouvez être une puissance nucléaire. Bon, c'est les membres du Conseil de sécurité, et puis il y a eu quelques exceptions, mais très peu d'exceptions. Kennedy a dit qu'il y aura 40 puissances nucléaires dans quelques années. Non, c'est le traité le mieux respecté. Alors, lorsque vous êtes une puissance nucléaire, évidemment, c'est un gros avantage. Mais lorsque c'est un terme qui est utilisé, lorsque vous avez le threshold, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de fabriquer une bombe, mais vous ne le faites pas. Mais si, dans le contexte du Moyen-Orient, vous êtes un pays du threshold, c'est-à-dire que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, c'est aussi très important. Et ma belle famille a joué un grand rôle en Iran, et j'ai envie de vous dire que si quelqu'un avait envie de la bombe atomique pour l'Iran, c'était le Shah. Les mollahs, non, il y a cette fatwa. Mais le threshold, ça les intéresse beaucoup, parce qu'il y a tout de même une guerre d'influence sur le Moyen-Orient, et si l'Iran peut être au threshold d'ailleurs, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous saurez à la minute même si l'Iran a l'intention de fabriquer une bombe. Personne ne peut fabriquer une bombe nucléaire sans un essai souterrain. Donc tant que ça ne fait pas boum, et que vous avez de la fumée au-dessus et du sable, il n'y a pas sérieusement de recherche, de mise en place et sur un missile de bombe nucléaire. Et ça, cette explosion nucléaire en sous-sol, enfin, elle est détectée en moins de 60 secondes par l'ensemble de la planète. Donc moi, je vous propose de dormir très bien ce soir. Tant que vous n'avez pas un essai nucléaire iranien souterrain, ça va. On est encore de ce monde. Il faut bien voir une chose. 79, c'est quoi? C'est l'humiliation suprême des États-Unis. C'est la prise en otage de l'ambassade des États-Unis. Personne ne pardonnera ça à l'Iran, aux États-Unis. Et qu'est-ce qui reste? Je parle ça sous le contrôle des Américains. Qu'est-ce qui reste véritablement de la révolution 79? C'est un slogan, Mahba America, mort à l'Amérique. Ça, c'est toujours présent. Donc, vous pouvez bien voir que GCP ou bas, il y a des relations de haine entre les États-Unis et l'Iran qui ne vont pas disparaître comme ça. D'autant plus qu'il ne faut quand même pas oublier, même pour ceux qui n'aiment pas trop la géopolitique, ou qui l'expliquent par le seul pétrole, on pourrait en discuter longtemps, parce que c'est quand même très intéressant. Le but était le changement de régime. Pourquoi c'était le changement de régime? Parce que la politique des États-Unis, c'est tout de même de protéger l'État d'Israël depuis 1948. Donc, il y a un seul traité de paix, c'est avec l'Égypte. Et qu'ont fait les États-Unis pour protéger Israël? Ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Syrie, ils ont détruit le Liban. Il manque l'Iran. Donc, c'est assez normal de voir un petit peu la pression que les Américains ont exercée sur l'Iran. Voilà. Ben, vous voyez, il me reste 1 minute. Je voulais vous parler de l'application extraterritoriale, on l'a déjà fait. Il y a une chose qui est très intéressante. Évidemment, vous savez tous, la maîtrise du système SWIFT permet au dollar et aux États-Unis de régner sur le monde, puisque
avec beaucoup de pays encore aujourd'hui, mais c'est en train de changer. Il faut faire des... Alors l'Iran a quand même été prémonitoire, parce qu'aujourd'hui, on est à moins 50% du commerce international en dollars. On touche 50%. Donc, il y a quand même, c'était monté jusqu'à 80%. Donc, il y a quand même une baisse assez considérable de la partie du commerce mondial qui est faite en dollars. Et l'Iran, à mon avis, avait commencé cette évolution en vendant son pétrole en yuan à la Chine et en roupie à l'Inde, sachant que depuis l'Iran, tout est tourné vers l'Arabie Saoudite, tout est tourné vers l'Asie. Il y a un moment où l'Iran a cessé d'exporter de façon significative du pétrole en Occident. Les lignes étaient trop longues, donc tout partait vers la Chine. Donc c'est amusant que l'Iran a été, au fond, à montrer un petit peu comment on pouvait se débrouiller sans un système SWIFT basé sur le dollar. Et c'est ce qui me permet de conclure que, regardez, les sanctions en Iran auront peut-être des conséquences insoupçonnables comparables au battement des ailes du fameux papillon en Anatolie. Merci beaucoup.